Marine Le Pen risque-t-elle une mise à mort politique selon ses propres mots? Retour sur le procès des emplois fictifs du Rassemblement national au Parlement européen avec Magali Lafourcade. Bonjour, vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce que je vous propose, Magali Lafourcade, c'est tout d'abord de nous expliquer pourquoi ces personnes au Rassemblement national sont-elles jugées. Bien, bonjour. En fait, il y a eu une enquête qui a été démarrée il y a 9 ans, c'est très ancien, liée à un signalement de Martin Schulz, qui était à l'époque le président du Parlement européen, après une enquête de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, puis une information judiciaire ouverte en 2016. Et le magistrat instructeur a enquêté. Et en décembre 2023, les juges ont demandé le renvoi devant la justice du Front National, puisque c'était son nom à l'époque, et de 27 dirigeants ou employés. 2 d'entre eux n'ont pas pu aller à l'audience pour des raisons de santé, notamment Jean-Marie Le Pen. Et donc, nous avons 25 prévenus qui se présentent devant la justice, ainsi que la personne morale, le Front National, devenu RN. Dès 2017, Marine Le Pen avait été mise en examen pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, et sa mise en examen avait été aggravée l'année d'après avec donc le chef de détournement de fonds publics. On est aujourd'hui dans un procès qui a déjà duré 2 mois et où nous venons d'avoir les réquisitions des 2 procureurs qui soutiennent l'accusation, enfin la poursuite. Et donc dans ces réquisitions, il y a 5 ans d'emprisonnement, à l'encours 10, dont 3 avec sursis et 2 ans de prison aménageable, c'est-à-dire qu'ils peuvent être exécutés sous forme d'un bracelet électronique si cette peine était prononcée, si d'abord le tribunal entrait en voie de condamnation, ce qui n'est jamais certain. Et ensuite, il y a 300 000 € d'amende pour elle, une peine d'inéligibilité qui fait beaucoup parler, donc de 5 ans avec exécution provisoire. Et exécution provisoire, ça veut dire que ça commence... Ça voudrait dire que si elle est prononcée, certainement, donc après une longue période de délibéré, donc au premier trimestre 2025, on s'attend à avoir une décision. Si elle est prononcée, ça veut dire qu'elle commence immédiatement, sans attendre d'éventuelles voies de recours. Et si on sait compter, ça fait 2024, 2029. Voilà. Si elle est prononcée tout de suite, et si elle est de 5 ans, puisqu'elle peut être amenée à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, enfin elle peut tout à fait être réduite. Et les autres personnes donc, qui ont été poursuivies sont également, donc il y a des réquisitions les concernant pour entrer en voie de condamnation pour tous. Et pour la personne morale, le Front National, c'est 5,3 millions d'amendes qui a été requis. Alors évidemment, Marine Le Pen critique cette décision. Elle explique notamment qu'elle s'est rendue compte, je la cite, que ce n'était pas la justiciable qui était jugée, que c'était la cible politique qui était jugée. Et puis, on va l'écouter. C'est ma mort politique qui est réclamée. Donc par définition, ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en œuvre de cette condamnation à la mort politique avec exécution provisoire ou non, bien entendu. Et c'est, je crois, le but, depuis le départ, j'ai le sentiment, de cette opération qui a été, je le rappelle, lancée par un socialiste, M. Schulz, président du Parlement européen, en accord avec la socialiste Mme Taubira, ministre de la Justice de l'époque. Qu'en pensez-vous ? Bon, ça n'a pas de sens. Je pense que ça me paraît assez évident, puisque ce n'est absolument pas la personnalité politique, c'est l'application de la loi. Donc quand une personnalité politique, même si elle compte 11 millions d'électeurs et que c'est une élue de premier ordre, elle est tout autant que les autres soumise à la loi, et ça fait partie des principes démocratiques fondamentaux que d'avoir la même application pour tous. Donc si elle est ciblée, elle, et c'est vrai qu'elle est particulièrement, les réquisitions la ciblent particulièrement
particulièrement, il faut entendre ce que disent le procureur. Les deux procureurs, ils ont expliqué que c'était parce que non seulement elle aurait bénéficié de 4 contrats d'assistants parlementaires, dont il n'est pas certain que ce soit des emplois effectifs, hein, au sens du travail parlementaire européen, mais aussi parce qu'ils la voient comme étant le cœur d'un système organisé qu'ils appellent systémique. Donc c'est pour ça qu'elle est ciblée, elle, en tant qu'instigatrice d'un système organisé. Pourquoi insister? Pourquoi les deux procureurs ont-ils insisté sur cette peine d'inéligibilité alors qu'il y a oui, en plus c'est compliqué à dire, alors qu'il y a automaticité de la peine, c'est-à-dire que si la condamnation est prononcée, de toute façon elle sera inéligible, et donc on a la sensation que c'est vraiment l'inéligibilité qui est visée. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, si la justice entre en voie de condamnation, effectivement, il y aura une peine d'inéligibilité, sauf par décision spécialement motivée. On y reviendra dessus. Ce serait possible. Oui, il est possible de ne pas appliquer, mais donc c'est une dérogation à la loi. Parce qu'il y a un principe central dans notre droit qui est le principe d'individualisation des peines. Et donc, on peut, au vu des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, déroger. Mais ce que j'entends dans le cas d'une peine automatique. Oui, parce que sinon ce serait inconstitutionnel d'avoir des peines automatiques sans possibilité de discernement. Les juges, s'ils appliquent en considérant qu'ils n'ont pas les moyens de motiver une dérogation vu les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur, dans ce cas-là, ils peuvent la moduler et la ramener à une durée beaucoup plus faible que celle qui est requise par le parquet. Mais ce qui m'a interpellée, c'est la façon dont ça a été présenté par la procureure qui a parlé de cette inéligibilité. On sent que c'était presque en creux une résistance face à cette application-là, puisqu'elle a rappelé qu'il y avait une légitimité à faire produire des effets dans la vie politique parce que c'était le législateur qui l'imposait. Et donc, dans cette dimension, moi, ce que j'entends, c'est que les magistrats sont très attachés au principe de discernement, d'individualisation des peines, et que là, ils sont tenus par le législateur d'appliquer cette peine automatique et que ça les gêne un petit peu. Pourquoi l'exécution provisoire, là aussi, Magali Lafourcade ? L'exécution provisoire, si on écoute les réquisitions, elle est présentée, elle est motivée par plusieurs raisons. Il y a une raison qui est celle du risque de réitération, expliquant qu'on est face à un détournement de fonds, des infractions, une série d'infractions d'une ampleur inédite, avec des sommes en jeu colossales, c'est pas des peccadilles, C'est plus que pour, par exemple, ce qui avait été reproché à François Bayrou et au MoDem. Ça n'a rien à voir en termes de volume détourné. On est sur... donc, Martin Schulz avait évoqué presque 7 millions d'euros au moment de l'enquête de l'OLAF. Là, on est sur 5,3 millions d'amendes pour le Front National. On sait qu'on est autour de cette somme-là. Donc, c'est un enrichissement partisan d'une ampleur inédite, qui n'a rien à voir avec le procès du MoDem, qui a duré pendant 2 ans, donc à la lumière de ce que disent les procureurs. Donc une durée de 12 ans, c'est 3 mandatures. Et surtout, il vise le caractère organisé, systémique et le risque de réitération est fondé sur le fait que le Front National a déjà été condamné pour un financement des campagnes législatives et présidentielles de 2012. Et donc, il y a un risque de réitération puisqu'il y a déjà une condamnation et le Front National, s'il est condamné à nouveau, n'en a pas tiré les conséquences la première fois. D'où ce risque de réitération qui peut justifier l'exécution provisoire. Une autre raison est invoquée. La procureure mentionne des manœuvres, enfin des recours abondants. En gros, la défense de ces 27 prévenus a multiplié les recours sur lesquels ils ont parfaitement le droit, mais tout ça fait qu'on se retrouve avec un procès 9 ans plus tard et que si on attend 2 ans, 3 ans pour avoir un arrêt de la Cour d'appel, une décision de la Cour de cassation, retour, etc., on juge les gens 15 ans après. Et il y a un moment aussi, il y a un équilibre à trouver entre une bonne justice et une justice trop lente.
Magali Lafourcade, vous êtes magistrate, et Marine Le Pen dit il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est une différence, par exemple, avec le procès mené contre François Fillon. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec l'avocat Hervé Lehmann. Mais chez François Fillon, bon, il rémunérait, semble-t-il, son épouse, et semble-t-il, son épouse, disons, ne travaillait pas véritablement pour lui. Là, c'est pas du tout ça. Alors, non, il n'y a pas d'enrichissement personnel pour Marine Le Pen. En revanche, les juges ont pointé donc un enrichissement partisan, une violation des règles de financement des partis politiques, c'est pas rien dans une vie démocratique. Et ensuite, ils ont noté aussi un revenu très confortable pour des proches de Marine Le Pen. Donc là, il y aurait un enrichissement donc de sa sœur, Yann Le Pen, et de sa fidèle secrétaire, son chauffeur ou son garde du corps, je ne sais plus, qui ont bénéficié de salaires autour de 4 000, 5 000 euros, dont on n'est pas, dont l'accusation dit que ça n'avait rien à voir avec un travail effectif auprès du Parlement européen. Donc là, l'enrichissement, il faut voir à quel étage il se situe. Sur le plan philosophique, est-ce que ça n'est pas curieux que les juges aient finalement à jauger de la pertinence de l'utilisation de sommes par un parti, puisque au fond, si Marine Le Pen considère à tort ou à raison que telle ou telle personne lui est utile directement ou indirectement pour son travail au sein du Parlement européen, est-ce que finalement, ce n'est pas elle la mieux placée pour en décider ? Alors, dans ce cas-là, autant ne pas créer d'infraction, puisque si les responsables politiques peuvent décider d'eux-mêmes de ce qu'ils font, de l'utilisation des enveloppes, ce sont des assistants parlementaires européens. Donc, ils doivent travailler auprès de députés qui sont au Parlement européen et qui travaillent pour le Parlement européen. C'est important de créer des infractions parce que dans le cas, par exemple, d'un recel d'abus de biens publics, il y aurait dans ce cas-là la possibilité pour Marine Le Pen, ou n'importe quel politique d'ailleurs, je n'ai pas à prononcer de nom, et pour n'importe quel politique de rémunérer une personne selon ses choix, une personne qui n'aurait pas de travail effectif. Et alors là, ce serait grave, ça serait du travail fictif en fait. Là, il n'y a pas de travail fictif. Il y a ce qui est mis en cause, c'est le détournement de cet argent qui est à destination d'un travail pour le Parlement européen. Or, il n'a pas été fait pour le Parlement européen, semble-t-il, mais il a été fait au profit du parti. Alors, ça, c'est un des arguments de la défense. Donc là, pendant 15 jours, nous allons avoir tous les avocats de la défense, donc des 25 prévenus, donc les 24 personnes physiques plus le Front National, qui vont expliquer ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, c'est au tribunal de voir s'il estime que l'argument est valable et que on peut considérer qu'il y a eu un travail effectif, même, quand bien même il ne serait pas auprès du Parlement européen. Bon, disons que je n'ai pas encore été embauché par la défense, pour la défense du Rassemblement national, mais l'idée consiste à dire le parti fait de la politique et donc tous ceux qui font de la politique, dès lors, encore une fois, qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rémunéré pour aller aux champignons, alors qu'on a donc un contrat de salaire vis-à-vis de cette personne, eh bien finalement, le parti reste dans les clous. Est-ce que ça choque ou pas le citoyen de se dire que le Parlement européen, donc c'est-à-dire notre argent à tous, finance le garde du corps, la secrétaire personnelle de la chef d'un parti. C'est ça qui est en jeu, la sœur de la chef d'un parti. Est-ce que à l'époque, donc le parti était quand même en très grande difficulté financière. C'est un système qui aurait duré 12 ans pour pouvoir faire du Parlement la vache à lait pour financer un parti. Est-ce que c'est la raison de ces enveloppes ou est-ce que c'est pour fournir le Parlement européen, c'est l'entité démocratique européenne. Nous sommes 500 millions de personnes en Europe. On a besoin d'avoir des gens qui travaillent pour l'institution pour lesquelles nous les avons élus. Vous dites, est-ce que ça choque Magali Lafourcade? Ça, c'est très intéressant parce que chez le sociologue Émile Durkheim, il dit que finalement, la peine doit être proportionnée à la manière dont ça choque la conscience commune. Alors, il y a votre présentation des faits où on voit bien ce qui pourrait choquer, mais à contrario, ce qui choque d'autres personnes, c'est que finalement, les juges prononcent une peine, non pas une peine financière, non pas une peine où les prévenus auraient à exécuter telle ou telle
tâche, mais une peine qui va l'empêcher de faire son travail, puisque finalement c'est une politique. Si elle devient inéligible, elle ne pourra plus faire son travail. Alors, d'abord, on ne sait pas ce qui sera décidé par les juges, puisque pour l'instant, il faut bien le rappeler, elles, comme tous les autres, sont absolument présumées innocents. Donc ça, c'est le principe de présomption d'innocence est absolument central, il faut le souligner. Mais quand on a eu cette loi, la loi Sapin 2, sur laquelle la CNCDH a rendu un avis en mai 2016. C'était quoi cette loi, justement? Donc cette loi, c'était une loi de moralisation de la vie publique, de lutte contre la corruption. Et à cette époque, la CNCDH avait expliqué que nous avions un problème en France d'inégalité d'application de la loi entre la délinquance ordinaire qui était sévèrement réprimée et la délinquance en col blanc qui pouvait bénéficier de tellement de possibilités de recours, de pression, de moyens de défense extrêmement développés, de moyens d'organisation, qu'elle pouvait échapper plus facilement à la justice et obtenir des peines plus sévères, avec donc des peines qui n'ont plus de sens quand elles sont prononcées 15 ans après les faits. À ce moment-là, la CNCDH recommandait de renforcer la prévention et la répression, mais à ce moment-là, il y avait eu aussi le rapport Nadal. Et il y avait cette idée de rendre inéligibles les personnes condamnées, les élus condamnés pour des détournements de fonds, de façon définitive. Cela avait reçu un plébiscite dans la population française. 85% des Français interrogés avaient dit qu'ils étaient favorables à cette mesure. Heureusement, nous n'avons pas une inéligibilité définitive, nous avons quelque chose de temporaire, mais les Français étaient d'accord. Magali Lafourcade, vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par Hervé Lehmann. Il est ancien juge d'instruction, il est avocat au barreau de Paris et il publie « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire ». Je crois que c'est un titre qui est suffisamment évocateur. Aux éditions du Cerf, on entendra la manière dont il peut défendre sinon le discours du Rassemblement national vis-à-vis de ce procès, ou peut-être critiquer la manière dont ce procès s'est déroulé. En attendant, il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et pour parler du procès du Rassemblement national, en général de Marine Le Pen en particulier, nous sommes en compagnie d'une magistrate, Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous nous avez expliqué que les juges dans ce procès sont, selon vous, la bouche de la loi et que par conséquent, ils n'ont en rien mené un procès politique. Ils appliquent la loi. Celle-ci suppose notamment une peine d'inéligibilité si, bien sûr, Marine Le Pen est condamnée, puisque elle est présumée innocente. Pour l'instant, elle est évidemment présumée innocente. Et nous recevons un avocat, Maître Lehmann, bonjour. Bonjour. On vous doit au moins 2 livres. Le dernier s'appelle « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire » aux éditions du Cerf. Puis j'avais été très impressionné par le livre que vous aviez fait sur le procès Fillon. C'était en 2018 et vous étiez l'un des seuls en ville à dire qu'il y avait toute une série d'éléments qui vous paraissaient étonnants dans ce procès, notamment la violation de la trêve électorale, la célérité avec laquelle ce jugement, ou plutôt avec laquelle cette affaire avait été traitée du point de vue judiciaire, avec les conséquences bien sûr politiques, puisque à l'époque, on s'en souvient, ce procès percutait la présidentielle. Votre regard sur ce qui se déroule désormais dans un tribunal avec le Rassemblement national? Bien, je ne voudrais pas que ce qui s'est passé en 2017 se reproduise en 2027, c'est-à-dire que l'élection présidentielle soit faussée par un coup d'accélérateur de la justice. Dans l'affaire Fillon, vous l'avez rappelé, et ce qui est intéressant, c'est qu'après la sortie de mon livre, le procureur national financier, Madame Oulette, et puis même le président du tribunal de Paris sont venus déclarer devant une commission parlementaire que ce que j'avais écrit dans mon livre était vrai. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement eu des instructions, des décisions, des choix pour que François Fillon soit mis en urgence, en examen avant l'élection présidentielle. La question qui se pose aujourd'hui, c'est si Marine Le Pen est déclarée coupable et condamnée,
Elle aura vraisemblablement une peine d'inéligibilité parce que c'est ce que prévoit la loi. La question, le grand point d'interrogation, c'est est-ce que le tribunal prononcera l'exécution provisoire, ce qui empêcherait Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle, ou est-ce que le tribunal respectera le principe qui est celui de l'absence d'exécution provisoire, c'est-à-dire de l'effet suspensif de l'appel, auquel cas, compte tenu, on pourrait dire malheureusement, mais c'est un autre débat, j'ai aussi écrit un livre là-dessus, de la lenteur de la justice, il est probable qu'elle échapperait à l'inéligibilité avant l'élection présidentielle. Donc le point important, c'est est-ce que les juges vont prendre cette décision, ce coup d'accélérateur que serait l'exécution provisoire, qui n'est habituellement pas prononcé, je n'aime pas le mot normalement parce que normalement c'est un mot ambigu, qui est habituellement pas prononcé. Est-ce que les juges vont prendre la responsabilité de la prononcer, avec la conséquence extrêmement importante, et je pense personnellement qui ne suis pas proche de Marine Le Pen, je pense que si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter à la prochaine élection, cela aurait des conséquences dans le pays assez importantes. Parce qu'elle a quand même un électorat qui représente environ un tiers des Français. Et je pense que priver un tiers des Français de leur candidat, c'est quand même un vrai problème. Magali Lafourcade. Alors, moi, je voudrais réagir sur deux points. D'abord, rappeler quand même que le poids de la parole politique, c'est-à-dire que nous avons une personnalité là qui est poursuivie et jugée, et qui, dans son programme, au fil de son programme, souhaite une justice sévère à l'égard de tous les délinquants. Elle est pour les peines automatiques, contre donc le principe d'individualisation des peines qui est central dans notre droit. Elle est pour l'exécution des peines immédiates. Et pendant longtemps, la moralisation de la vie publique était quelque chose de central dans son programme. Elle est aussi contre l'aménagement des peines. Donc là, on a une prévenue qui vient dire que tous ces principes-là ne devraient pas s'appliquer à elle. Voilà. Et quand j'entends M. Lehmann parler de coup d'accélérateur de la justice, je comprends très bien ce qu'il veut dire par rapport à l'affaire Fillon. Mais vous êtes d'accord sur l'affaire Fillon et la justice s'est précipitée? C'est une autre affaire, mais donc juste pour rester sur celle-là, on a quand même une affaire qui est jugée 9 ans après. Donc avec tous les procédés possibles qui ont été utilisés pour retarder le procès. Il y a quand même sur l'exécution provisoire, c'est là où on peut vraiment se rejoindre, une tension entre le problème de la lenteur de la justice qui fait qu'une peine n'a plus de sens quand elle est donnée trop tard, le droit à l'appel qui est un droit aussi central et qu'il faut qu'il y ait de la suspension. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'exécution provisoire existe beaucoup, largement dans les décisions en matière civile, commerciale, prud'homale et parfois aussi pénale. Maître Lehmann est sur le point de dire que finalement, Marine Le Pen, elle a ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une sévérité avec les délinquants si elle est déclarée coupable. Et Marine Le Pen a tort. Marine Le Pen a tort, mais ben oui, elle a tort. Sur l'individualisation des sanctions, etc., elle a tort. Et je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ce n'est pas parce qu'elle a tort qu'il faut lui appliquer la loi de façon particulière. C'est pas la question. Et l'enjeu est beaucoup plus important. Encore une fois, il s'agit de l'élection présidentielle et je crois que les juges doivent faire attention quand ils jouent avec ça. J'imagine qu'ils y font attention, parce que dans ces conditions, Maître Lehmann, il y a eu différents cas où les juges, à tort, à raison, juges français ou juges étrangers, je pense aussi, par exemple, aux affaires de Dominique Strauss-Kahn, eh bien, celles-ci ont percuté l'élection présidentielle. Peut-être vaut-il mieux que ces personnes soient condamnées avant, plutôt qu'elles le soient après. Non, ce qu'il ne faut pas, c'est que la justice fonctionne de façon particulière, de façon inhabituelle, à l'égard, alors je dirais, d'une part, des membres des partis d'opposition. Les partis politiques, c'est quelque chose d'important dans la démocratie, c'est dans la Constitution, c'est extrêmement important, et nous savons que les régimes illibéraux, voire non démocratiques,
s'attaque aux candidats d'opposition. Il ne faudrait pas qu'un pays démocratique comme le nôtre cède quelquefois à cette tentation. Ça a été le cas dans l'affaire Fillon. Je pense que ce serait une erreur que ça le soit dans l'affaire Le Pen. Jean Lémarie. Une question et une remarque en vous entendant l'un et l'autre. La première question qui me vient à l'esprit d'abord, c'est: les politiques sont-ils des justiciables comme les autres? Et ça, c'est une question très importante pour celles et ceux qui nous écoutent, puis peut-être après la remarque qui me vient aussi à l'esprit. Oui, la réponse, Maître Lehmann. Alors la réponse est oui. Les politiques sont des justiciables comme les autres, et je dirais depuis une quarantaine d'années seulement. Hein. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, le pouvoir politique avait les moyens d'étouffer les affaires, de couvrir les affaires. On voit bien que, et ça date de la cohabitation Mitterrand-Chirac, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, mais depuis lors, les juges ont véritablement acquis leur indépendance, et contrairement à ce que les Français croient, les juges sont indépendants. Les procureurs, ça se discute, mais les juges sont indépendants et ils utilisent pleinement cette indépendance pour poursuivre les politiques. On ne peut pas dire que les politiques sont protégés dans ce pays. On a plusieurs anciens présidents de la République qui ont été condamnés, plusieurs anciens premiers ministres qui ont été condamnés, et je ne sais combien de ministres qui ont été condamnés. Donc on ne peut pas dire que les politiques sont aujourd'hui protégés. Magali Lafourcade. Alors, bien sûr, les élus, les politiques sont des justiciables comme les autres, puisque donc, la force d'une démocratie se mesure à sa capacité à tenir bon sur ses principes. Et les principes, c'est que personne n'est au-dessus des lois. Toutefois, un élu qui a une grande popularité dans le pays, une grande capacité à s'exprimer médiatiquement, peut déjà, dans cette période-là, où on attend le délibéré, puisque rien n'est fait, il y a deux semaines de plaidoirie d'avocats de la défense qui dans ce procès maintenant après les réquisitions du parquet, et la décision n'interviendra que dans quelques mois. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a déjà la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice qui est battue en brèche dans l'espace médiatique et dans certaines paroles politiques. Et ça, c'est très inquiétant, puisque donc, nos principes sont fondamentaux. Et accuser tout de suite les juges d'être aux ordres soit du pouvoir, soit d'être des juges de gauche. Soit, les juges, autrefois, étaient aux ordres des bourgeois. Après, ils sont de gauche. Les juges sont toujours aux ordres de quelqu'un à entendre les personnes qui sont poursuivies ou leurs alliés. Magali Lafourcade, alors à propos des juges de gauche, mais je pense que Maître Lehmann va s'en charger mieux que moi, il y a cette phrase qui est pointée par Le Figaro, phrase lâchée, je cite Le Figaro, par un procureur à propos d'un mis en cause dans ce procès du Rassemblement national. Je cite ce procureur: je n'ai pas d'éléments, mais je ne peux pas demander la relaxe, car ça me ferait trop mal. Maître Lehmann, votre exégèse. Moi, j'ai des doutes sur la véracité de cette phrase. Je ne crois pas qu'il y ait de magistrats, y compris dans cette affaire, qui ont cette position. Je ne le pense pas. Je crois que vous avez produit un livre, néanmoins, où il est question d'une justice qui serait rendue par des juges que vous estimez être des juges partisans, Maître Lehmann. Oui, alors absolument. Nous avons, mais c'est un peu un autre problème, si vous voulez. Nous avons... ça peut être lié, puisque finalement on prête... Alors la phrase est peut-être imaginaire, la citation apocryphe, mais elle est en ligne avec le dernier livre que vous venez de publier. Oui, alors si vous voulez, effectivement, dans mon livre, je montre qu'il y a une frange de la magistrature, le syndicat de la magistrature, qui est en fait plus un mouvement politique qu'un syndicat, en ce sens qu'ils ont une vision de la société, un objectif qui est de construire une société sans prison, sans frontières, sans capitalisme, et que cela se retrouve quelquefois dans les faits. C'est effectivement, il y a des implications politiques. Rappelons-nous le mur des cons. Sur le mur des cons. Expliquez-nous ce qu'était... Alors le mur des cons, c'était un panneau qui était au siège du syndicat de la magistrature, sur lequel étaient affichés les méchants, les cons. C'est-à-dire ceux que le syndicat de la magistrature n'aimait pas. Alors il y avait bien sûr les hommes politiques de droite, évidemment, les magistrats de droite aussi, et puis il y avait même, ce qui était vraiment le côté le plus déplaisant, il y avait 2 pères dont les filles avaient été violées et assassinées, et en fait ces 2 hommes étaient sur le mur des cons parce que ils militaient pour une répression plus sévère. Or, comme le syndicat de la magistrature est contre la prison, eh bien ceux qui sont pour la prison contre les assassins étaient des cons. Voilà. Donc ça, c'est une dérive politique qui est assez grave. Mais je ne dis pas que les juges et les magistrats qui sont en charge de l'affaire Le Pen sont
sont mus par enfin, appartiennent à cette tendance. C'est pas ce que je dis, c'est pas le même problème. Et puis le dernier élément, Magali Lafourcade, vous êtes magistrate, ce sont donc ces magistrats qui, au moment de la présidentielle, ont appelé à faire barrage contre le Rassemblement national. Est-ce que finalement, il n'y a pas le risque que l'on se retrouve face à des juges partisans dans ce contexte-là ? Alors, rien ne permet de dire que ce sont les juges qui sont actuellement, qui composent le tribunal correctionnel qui étaient dans ce mouvement-là. Beaucoup d'institutions aussi se sont positionnées. Le bureau de la CNCDH s'est positionné dans ce sens-là parce que l'idée, c'était que ceux qui, dans l'opposition, battent en brèche les principes démocratiques et en particulier là, le pouvoir judiciaire, sont ceux qui, une fois aux responsabilités, on est quand même instruit par l'histoire et par les démocraties libérales, M. Lehmann l'a rappelé, sont ceux qui portent le plus atteinte aux droits, aux libertés, aux principes républicains. Donc, ça n'en fait pas du tout une cible politique. Les magistrats vont se pencher sur les éléments constitutifs du dossier. Et donc, si la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure est vraie, la citation est vraie, c'est grave parce que les magistrats doivent, en toutes circonstances, se prononcer que s'il y a des éléments constitutifs qui sont convaincants et examiner les charges et ce qui est à décharge. Et ça, c'est un principe fondamental de leur éthique professionnelle et de leur déontologie. Jean-Louis Marie. Éthique des magistrats, éthique des politiques aussi. Je reviens aux lois de 2016 et de 2017 qu'on a beaucoup évoquées ces derniers jours et à cette question de l'inéligibilité, la capacité, le droit littéralement de magistrats à rendre inéligibles des élus à partir du moment où ils sont condamnés pour un certain nombre de faits liés à la probité. C'est ça aussi qui est en jeu. Et là, je crois, c'est la remarque que je voulais faire tout à l'heure, qu'il y a une question de cohérence vis-à-vis de l'opinion. Est-ce que vous pouvez, en 2016, en 2017, après des affaires aussi frappantes que l'affaire Cahuzac, expliquer qu'il faut marquer le coup très nettement et donner aux magistrats, aux juges, cette possibilité de marquer le coup et donc de rendre inéligibles des élus et quelques années après dire mais non, c'est pas possible, la justice entrave la démocratie. Ça, c'est une vraie question. Maître Lehmann. Alors c'est une vraie question, mais c'est pas le problème qui se pose aujourd'hui, si vous voulez. La possibilité de prononcer une peine d'inéligibilité pour des élus qui commettent des automatique, des j'aurais dû le préciser, alors, parce que c'est ça aussi qui est en cause. Alors d'abord, c'est un faux automatisme, puisque la loi permet aux juges de l'écarter. Donc c'est automatique, c'est comme la montre incassable, sauf si on la laisse tomber, si vous voulez. Hein. Donc c'est automatique, mais les juges font bien ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas sur la question de l'automatisme, nous sommes sur la question de l'exécution provisoire, c'est-à-dire du choix. Là où je partage votre avis, c'est que je pense que les magistrats de ce tribunal, il n'y a aucune raison de les soupçonner d'un engagement partisan quelconque, et moi je ne doute pas de leur honnêteté. Je crois qu'ils ont une responsabilité très importante, qui est, s'ils entrent en voie de condamnation, de prononcer ou pas l'exécution provisoire, c'est-à-dire de dire Marine Le Pen ne sera pas candidate à l'élection présidentielle. Ça, c'est une responsabilité qui est extrêmement importante. Ça ne résulte pas de la technique, ni de la loi, ni de grands principes ou je ne sais pas quoi. C'est un choix qu'ils ont à faire et c'est un choix qui est très important. Et moi, ce que je dis, c'est que il me semble qu'ils ne doivent pas prendre cette décision-là parce que, d'une part, ce serait faire une exception. C'est-à-dire qu'on appliquerait à Marine Le Pen une exception par rapport à un principe qui est généralement appliqué dans les affaires de ce genre. Hein. Magali Fourcade est attaché aux droits de l'homme. Le droit au recours effectif est un droit fondamental. Et le recours effectif, ça veut dire que l'appel sert à quelque chose. Si la peine a déjà été exécutée, c'est plus la peine qu'il y ait un appel. Parce que dans le cas d'une exécution provisoire, l'appel ne serait pas suspensif, évidemment. Ben non, c'est ça le problème. C'est ça la question. Et donc je crois qu'il faut appliquer à Marine Le Pen quoi qu'on en pense, et quoi qu'elle ait pu dire comme sottise, il faut lui appliquer le principe qui est l'effet suspensif de l'appel, et pas une exception qui, encore une fois, aurait certainement des conséquences très déstabilisatrices dans le pays, qui, tout le monde en conviendra, je crois, est quand même déjà, sur le plan politique, pas mal déstabilisé. Bon, alors là-dessus, une auditrice me dit, voilà, un jeune qui a 18 ans et est condamné et se retrouve avec un casier judiciaire, va avoir ce casier judiciaire toute sa vie et ne pas pouvoir exercer un certain nombre d'emplois. Mais Magali Lafourcade, je vous laisse répondre
Remarque de Maître Lehmann. Oui, sur le casier judiciaire, il y a 400 métiers qui sont soumis à l'exigence d'avoir un bulletin numéro 2 du casier vierge, ce qui n'est pas le cas pour nos élus. Donc, il faut quand même aussi le rappeler. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, l'inéligibilité, c'est finalement l'impossibilité pour ces élus de faire leur métier. Alors, l'inéligibilité, oui, pendant la durée, ils ont pas... Alors, oui et non. Si elle est frappée d'inéligibilité, donc si les juges entrent en voie de condamnation et appliquent la peine automatique, sur laquelle ils peuvent déroger. Voilà. À ce moment-là, elle continue son mandat de députée. Elle continue d'être chef de file du groupe RN, qui est un groupe très important, à l'Assemblée nationale. Donc là, on ne peut pas dire qu'elle est empêchée de faire son métier. Si elle a envie de reprendre les rênes du parti politique... Vous voyez de quel métier je voulais parler. En revanche, si la peine prononcée d'inéligibilité est de 5 ans, effectivement, pour 2027, c'est cuit. Mais... si la peine d'inéligibilité avec exécution provisoire est prononcée pour 1 an, là, ça change tout. En tout état de cause, même si elle est condamnée et qu'il y a appel sans exécution provisoire, elle va continuer à être embêtée par cette histoire parce qu'il y aura l'appel, puis la cassation, puis le relappel, etc. Mais je vous trouve quand même timide, Maître Lehmann, parce que pour l'affaire Fillon, vous m'aviez dit à l'époque, on avait consacré évidemment plusieurs émissions à cela, vous m'avez dit le parquet n'est pas indépendant. Oui. Alors l'affaire Fillon se présente d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire que l'affaire Fillon, nous savons maintenant, moi je l'avais écrit avec prudence dans mon livre, et les révélations faites par Éliane Houlette ensuite ont montré que j'avais tout à fait raison. Nous savons aujourd'hui qu'une poignée de magistrats, soigneusement choisis et soigneusement nommés par François Hollande à des postes clés, ont pris la décision de faire en sorte que François Fillon soit mis en examen quelques semaines avant l'élection présidentielle. Nous savons donc qu'il y a eu une sorte de machination politico-judiciaire de quelques magistrats pour arriver à ce résultat. Vous êtes d'accord avec ça, Magali Lafourcade? Pas du tout. C'est pas. Écoutez, Madame Houlette est venue sous serment devant la commission parlementaire dire j'ai subi des pressions très fortes. C'est pas tous les jours que vous entendez des magistrats dire ça. J'ai subi des pressions très fortes pour ouvrir une information afin que François Fillon puisse être mis en examen. Et vous avez ensuite le président du tribunal de Paris qui est venu dire devant la commission d'enquête parlementaire j'ai attendu la fin de la permanence pour que ce ne soit pas tel juge qui soit choisi afin de pouvoir choisir tel autre juge dont tout le monde savait que lui rendrait cette décision. Si ça c'est pas de la manipulation, alors je ne sais pas ce que c'est que de la manipulation. Alors moi j'avais retenu que Éliane Houlette avait parlé des remontées d'informations vis-à-vis de la procureure générale de la Cour d'appel. Relisez sa déposition. Mais en tout état de cause... Réécoutez-la d'ailleurs, on peut la voir sur Internet en podcast. Quand M. Fillon donc a expliqué qu'il était victime d'un cabinet noir, après il n'a pas tellement su dire de quoi il s'agissait. Sauf que c'est vrai. Voilà. Sauf que c'est vrai. Jean Lémarie. Très factuellement, je voudrais simplement rappeler que François Fillon a été condamné, condamnation confirmée il y a quelques mois par la Cour de cassation, même s'il a saisi depuis la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la décision de justice finale, hors la question du parquet que vous soulevez, Maître Lehmann, c'est une condamnation. Non, mais vous avez tout à fait raison. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il est admissible que la justice fonctionne de manière générale lentement, trop lentement, je m'en plains, je l'ai dénoncé il y a 25 ans, et malheureusement, mon livre, je pourrais le rééditer tous les ans, d'un côté, mais que lorsque c'est le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, là, on va vite. C'est ça la question. C'est ça le dysfonctionnement. Et dans l'affaire Fillon, on sait pourquoi, parce qu'on sait qui sont les personnes qui ont été choisies, quel était leur itinéraire professionnel, voire politique. Donc on le sait parfaitement. Et je ne voudrais pas que l'on se retrouve dans cette situation pour l'élection présidentielle avec, encore une fois, moi j'insiste là-dessus, l'élément extrêmement déstabilisateur. Si vous dites à 33% des Français, vous n'aurez pas votre candidate à l'élection présidentielle, vous allez voir ce qui va se passer. Le dernier mot, oui, Magali Lafourcade. La lenteur de la justice dans les affaires politico-judiciaires, c'est aussi le fait de la défense qui multiplie les recours. Dans l'affaire Rachida Dati, nous avons... nous n'en avons pas parlé. Voilà, nous avons eu plusieurs renvois, plusieurs appels devant la Chambre de l'instruction, un dépôt d'une demande de QPC, de questions prioritaires de constitutionnalité, 2 pourvois en cassation. Voilà. Et donc, c'est la justice des gens qui ont les moyens de se défendre bien. Il faudrait que tout le monde ait les mêmes.
Maître Lehmann, on peut retrouver Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire. C'est le livre que vous avez publié aux éditions du Cerf et Procès Fillon. Donc c'était, si ma mémoire est bonne, en 2018. Magali Fourcade, je rappelle que vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Dans quelques secondes, le